ça y est. Ah, il se c'était prévisible. Les propres des champions du monde, s'ils ne réussissent pas, voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il va. Et il passe. Et il se touche. Et il s'accroche. Et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. Accélère. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième barbecue F1 de la saison sur Radio Mergazenco. Alors cette émission va être consacrée au Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola qui a eu lieu ce week-end. Et autour du barbecue, nous retrouvons un petit peu comme d'habitude maintenant, Gerhard Berger. Comment ça va Gerhard Berger? Est-ce qu'il fait beau dans le Périgord? Salut Jacques. Écoute, il fait super bon le Périgord et moi ça va très bien, comme une as qui passe le drapeau à damier à la fin du circuit. Ah, ça veut quand même dire qu'il y a un niveau d'exigence assez important du côté de Gerhard. Avec nous aussi, Fernando Gaspacho, toujours là. Ça se passe bien, Fernando? Hello à tous, salut Jacques, salut Gerhard. Bah oui, écoute, parfaitement bien et après un Grand Prix exceptionnel. Ok. Et alors, vous aurez noté que notre ami Olivier Pastis n'est pas là. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais j'ai ouï dire qu'il faisait partie de l'équipe mise en place par Toto Wolff pour redresser Bottas psychologiquement et il a vraiment beaucoup de travail. Donc, il n'est pas disponible ce soir pour faire ce débriefing avec nous. Donc, on va parler de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Et on va commencer, comme d'habitude, par un peu analyser ce qu'on pensait à l'issue des qualifications de ce Grand Prix, où on avait en pole position Hamilton, un peu imperturbable, Hamilton en pole position. Deuxième place, on avait un Pérez. Troisième place, Verstappen. Donc, on avait des Red Bull qui étaient assez hautes et toujours aussi performantes. Quatrième place, Leclerc, de façon peut-être un peu surprenante, même si c'est un peu le Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est le Grand Prix de Ferrari. En cinquième place, un Gasly qui avait plutôt fait une très bonne séance. Et puis derrière, Ricciardo, puis Norris, puis un huitième Bottas. Déjà, un Bottas qui n'était pas forcément bien à l'aise sur ses qualifications. Et derrière, un Ocon, un petit Français en neuvième place aussi. Et Stroll, 10e. C'était des qualifications très serrées. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, mon cher Fernando? Est-ce que c'était à peu près conforme à ce à quoi tu t'attendais ou il y a eu des surprises là-dedans? Voilà, comment t'envisageais ces qualifications? Écoute, c'était des très bonnes qualifications, pleines en rebondissements, j'ai envie de dire, pour notre cher ami Lando Norris, qui lui aurait pu finir à la troisième marche, en deuxième ligne sur le départ du Grand Prix, qui par le fait qu'il est passé hors de la piste au virage 9, son temps autour a été annulé, donc il finit en Q3 à la septième position, donc laissant la place à Sergio Pérez et Verstappen donc en 2 et en 3. Ouais. Donc bon, ça montre que les McLaren ont quand même bien évolué et ça confirme bien la dynamique qu'ils ont depuis le début de la saison. Un peu timide, je trouve, en demi-teinte pour Ferrari, où quand même on n'a pas trop vu notre ami Sainz, je dirais, sur cette partie de qualification, hormis la Q2 où il était plutôt bien placé avec Charles, mais il a su, je dirais, après revenir sur le courant de la course, et on l'a vu tout à l'heure. Et pour terminer, effectivement, sur la partie top team, puisqu'on parle de Mercedes. Oui, clairement, un Valtteri Bottas qui, pendant les essais, était plutôt bien positionné en tête de ligne et qui, au final, au résultat, à la fin de la Q3, finit 8e. C'est pas vraiment la place qu'on attend d'une Mercedes aujourd'hui. Ok, bon, on aura remarqué.
Pardon, excuse-moi. Vas-y. Et à noter un petit point par rapport à Alpine, parce que ça a aussi fait écho pendant ses qualifications, c'est que Ocon a battu Fernando Alonso, ce qui n'était pas arrivé depuis les 27 dernières fois où Fernando a disputé un Grand Prix. Le dernier, c'était Stephen Van Dorn. Donc, c'est à souligner. Oh, alors, on a remarqué quand même, Fernando, dans tes analyses qui sont toujours très fines et pointues, que certains pilotes sont appelés par leur prénom et d'autres par leur nom. Je pense que c'est parce qu'il y a certainement des liens de sympathie que tu as avec certains, comme notre Fernando, hein, ou Charlie. D'ailleurs, tu l'appelles quand tu es à l'heure de l'apéro, tu l'appelles Charlie. Donc, je vous 2-3 merguez avec lui. Donc, Ok. Bon, alors, tu as souligné que on avait Alonso qui s'était fait taper par Ocon pendant les qualifications. On peut aussi noter que Verstappen s'est fait battre par Perez en Red Bull, qui est chose aussi suffisamment rare pour être signalée. Moi, je vais compléter un petit peu avant de laisser la parole à Gerhardt. On a aussi vu quand même des Aston Martin encore complètement à la ramasse en PLS sur ces qualifications. Gerhardt, toi, ton avis à l'issue de ça, est-ce qu'il y a des choses significatives que tu as envie de souligner? Ouais, moi je pense que la plus grosse surprise des qualifs, c'est Bottas en 8e position. Je pense que c'est presque, c'en est presque scandaleux, quoi. Avec la voiture qu'il a, être en 8e position à l'issue des qualifications, c'est un peu indécent. Et bon, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais Bottas qui nous explique c'est le nouveau Bottas qui va mettre à mal Hamilton et qui va être égoïste et qui va gagner les championnats. Ça partait déjà très très mal en qualification et on n'a pas encore parlé de la course. Il y a un gros dossier. Il y a un gros dossier Bottas. Donc moi c'est vraiment la plus grosse surprise. Le coup des Ferrari qu'on attendait un peu plus haut, je pense qu'il faut être un petit peu gentil avec compréhensif avec Sainz. Il passe pas en Q3, mais il passe pas en Q3 à quelques cheveux près, quoi. Je crois que c'était entre la 3e et la 11e position où finalement il va être qualifié. Quelque chose comme 3/10 qui est vraiment ridicule. C'est ça. Et lui s'en veut énormément aussi parce que effectivement, comme Arnaud l'a souligné, ils avaient fait une Q1 avec Leclerc qui était pas mal du tout. Et bon, j'ai pas regardé les essais libres, mais j'avais l'impression que sur les trois essais libres, les Ferrari étaient assez attendus aussi et avaient fait une surprise plutôt impressionnante en termes de vitesse. Donc ouais. Et pour en revenir aux Aston Martin, et c'est même pas un problème d'Aston Martin. Enfin, j'irais même plus loin. C'est un problème aussi de Sébastien Vettel parce que oui, les Aston Martin ne sont pas du tout là où je pense qu'on les attendait toutes en début de saison, à savoir se battre pour au moins la 3e position. Là, c'est clair et net que c'est pas le cas. Mais même au-delà de ça, Stroll se qualifie, je crois, 10e. Et je crois qu'il tourne même pas en Q3. Exact, ouais, c'est à peu près ça qui s'est passé. Ouais. Il n'a pas de temps. Ouais, et Vettel qui lui sur mes notes 13e position. Ouais, 13e position, il passe pas en Q3. Ouais, ça commence à faire beaucoup et bon, c'est que la deuxième course, mais il y a plein d'autres problèmes aussi avec Aston Martin, à savoir les problèmes de réglementation sur l'aéro qui apparemment les défavoriserait beaucoup, comme les Mercedes cette année par rapport aux autres écuries. Je pense que ça va être une année assez longue pour Aston Martin, pour être honnête. On peut faire une blague aussi sur James Bond et que ils sont un peu à l'image de la sortie du prochain James Bond. On ne sait pas quand ça va arriver. Et la sortie des bons résultats d'Aston Martin en Formule 1, on ne sait pas non plus. Ok, donc on l'aura compris. Les qualifications étaient quand même assez serrées. On va noter effectivement cet écart important avant même la course entre Bottas et Hamilton, avec pourtant des Mercedes qui, selon moi, ont vraiment un peu remonté la pente au niveau performance par rapport au Red Bull. Est-ce que c'est aussi un avis que vous aviez à l'issue de ces qualifications?
Ouais, clairement, tu as raison. Il y a un rapprochement, comment dire, par rapport et un écart de performance qui a été rattrapé par Mercedes par rapport au GP de Bahreïn. Et ça s'est vu même comment dire, pendant la course, en qualification. Effectivement, ils viennent se rapprocher. Comment dire, c'est très serré quand même, hein, quand tu regardes Oui. les résultats. 0,035, 0,87, c'est rien, c'est vraiment rien. Donc, mais il y a eu ce rattrapage de fait effectivement par Mercedes, et je crois, si on me corrige, c'est le fond plat qui a été ramené à Émilie-Romagne. Je sais pas, je serais pas en mesure de te corriger sur cet aspect technique. Gerhardt, non? Non, Bah, on demandera à nos Je sais pas. auditeurs de nous indiquer Corrigez-nous cette si on me précision. trompe. Ok. Bon, bah donc, on va maintenant passer à parler de ce Grand Prix, hein, à entrer dans le vif du sujet. Il faut quand même préciser que sur ce Grand Prix, il y avait un aspect important qui était la météo, puisque il pleuvait, la piste était mouillée, trempée. Et ça aboutit à certains choix quand même de pneumatiques un petit peu, on va dire, un peu déconcertants, ou des paris sur les pneumatiques qui ont été pour la plupart des écuries qui l'ont tenté perdus. Alors pour Haas, c'est un petit peu, c'est pas forcément ça qui a fait les performances des monoplaces sur ce Grand Prix, mais pour par exemple deux Français, Ocon et Gasly, qui étaient les seuls à être partis en pneus pluie, ça s'est révélé un choix désastreux qu'il aura, alors que Gasly était positionné en 5e position sur la grille, ça a tout de suite bien compromis son Grand Prix. Donc, conditions pluvieuses, et au final, bilan de la course, une victoire de Verstappen, suivie de Hamilton en 2e place. Sur le podium, on retrouvera aussi Norris, et puis un doublé Ferrari derrière en 4e et 5e place, Leclerc devant Sainz. Derrière, Ricardo, Gasly qui arrive à se hisser en 7e position, puis Stroll, Ocon et Alonso, les deux voitures alpines qui terminent dans les points, un peu à la limite. Il y a eu plusieurs faits marquants, notamment des dépassements dans ce Grand Prix. Il y a eu un excellent départ de Verstappen qui a réussi à prendre le dessus à la fois sur son coéquipier Pérez, puis derrière ça sur Hamilton, et qui avait fait un dépassement qu'on peut qualifier d'un peu agressif sur Hamilton. Même s'il y a eu il y a eu un peu une enquête, mais ils ont rien vu de notable, en tout cas pour sanctionner Verstappen. Il a tenté un dépassement d'Hamilton et il lui a un peu fermé la porte, et Hamilton a dû un peu monter sur les vibreurs et endommager d'ailleurs son aileron avant. Ça, c'était le premier fait du Grand Prix. Ensuite, on peut noter qu'il y a eu une sortie de piste de Latifi en Williams qui a percuté d'ailleurs Mazepin, qui pour le coup avait pas grand-chose à se reprocher sur cet incident. Et puis, on va noter quand même, il y a eu un fait marquant, en tout cas qu'on n'est pas habitué à voir, c'est Hamilton qui est sorti de piste, qui s'est retrouvé dans le bac à gravier, qui a encore endommagé son aileron, qui a réussi à se récupérer en faisant une marche arrière pour revenir en course. Et puis derrière, le gros incident de ce Grand Prix, ça a été l'accident entre Bottas et Russell. Je sais pas par quoi tu veux commencer, Gerhardt. Est-ce que je pense que ça serait bien déjà qu'on fasse un petit point sur ce départ du Grand Prix, et puis tout de suite Verstappen qui arrive à s'envoler et à être un peu rugueux sur Hamilton, mais on va dire que c'était en tout bien, tout honneur. Ouais, mais même avant le départ, comme tu l'as précisé, en fait, tout le monde est parti en pneus intermédiaires. Et c'était probablement la bonne chose à faire. Il y a que 4 exceptions. Donc, effectivement, les deux Haas qui sont partis en pneus pluie. Et Gasly et Ocon, les deux Français qui sont également partis en pneus pluie. Et ça, je pense que ça a joué pas mal. Alors, c'était assez intéressant de voir comment ça s'est détricoté, parce que je pense qu'Ocon s'est très rapidement rendu compte que c'était pas le bon choix de pneus. Il change ses pneus directement. Je crois au bout d'un tour de piste. Ouais, au bout d'un tour. Alors que Gasly persiste un petit peu avec ses pneus pluie en espérant pouvoir avoir la pluie. Et c'est marrant parce que à la radio, en fait, on les entend, et son ingénieur de course lui dit que à un moment, je crois, la pluie va s'intensifier. Donc c'est un peu le bon choix. Et la réalité, c'est que la pluie s'est pas du tout intensifiée, bien au contraire. La piste commence à sécher, et c'est là où on a vu Gasly plonger dans le classement,
en refusant, alors je sais pas si c'était délibéré, mais en refusant d'aller échanger ses pneus et d'arrêter l'hémorragie. Ouais. Il se trouve que heureusement qu'il y a eu du coup le drapeau rouge à un moment pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, parce que ça va pas forcément très bien goupillé et beaucoup moins bien probablement que la 7e place qu'il prend finalement. Mais juste pour en revenir au départ, moi il y a un truc qui m'a marqué, c'est effectivement l'excellent départ de Verstappen, qui m'a fait beaucoup penser au départ de Ocon en fait l'année dernière en Turquie dans les conditions un peu similaires, où en fait il démarre en seconde, et ça je sais pas si c'est tout le monde qui l'a fait, mais c'est ce qui lui fait en fait avoir une très bonne traction et qui puisse aller chatouiller Hamilton directement, avec au contraire Pérez lui qui s'est plutôt raté son départ, et au point où même en fait il va se faire avoir très rapidement par Leclerc. Et juste pour en venir sur le premier virage avec le dépassement de Verstappen, pour moi il y a pas vraiment de Verstappen qui est fautif sur le dépassement. Je pense qu'il est un petit peu agressif effectivement, mais c'est un dépassement qu'on considérait complètement valable pour n'importe quel pilote, en particulier au premier tour de piste. Et au passage, c'est aussi beaucoup de dépassements dans ce style que Hamilton fait, et quand on l'entend un peu se plaindre à la radio, mais je pense pas que c'était forcément vraiment contre Verstappen. On l'entend se plaindre, il fait exactement la même avec tout le monde, donc. Ok, bon. Je pense que c'est complètement légitime comme dépassement. Ok, après, Olivier n'est pas là, mais Olivier nous avait quand même envoyé un message. Ça sera peut-être sa modeste contribution à cette émission, c'est qu'il avait dit que lui, ce dépassement était tout bonnement inadmissible pour Verstappen. Donc voilà, il y a plusieurs avis. En tout cas, c'est le sien. Et toi, quel est ton avis, Fernando, sur ce départ? J'ajouterais quand même que effectivement Gasly lui s'est acharné à continuer avec ses pneus pluie jusqu'au moment où il s'est rendu compte que il était quasiment dernier de la course. Il avait peut-être dans l'idée de retenter un pari comme l'année dernière, je pense, où il y avait eu un petit scénario un petit peu comme ça, où il avait fait un pari sur les pneumatiques et ça lui avait bien servi. Bon, il y avait eu aussi pas un drapeau rouge, mais une safety car qui lui avait permis de remonter dans les positions. Quel est ton avis, toi, Fernando? Je rejoins celui de Gerhardt en tout bon point, où si on parle effectivement de ce départ, cet excellent départ de Verstappen, arrivé effectivement au premier virage, le dépassement est certes autoritaire, mais on joue la tête du Grand Prix. Et à un moment donné, aussi en tant que spectateur, c'est aussi ce qu'on souhaite voir, c'est de la bataille, en piste. Il y en a eu dès le premier virage. Alors effectivement, le principal concerné qui se fait doubler est forcément un peu moins content, mais c'est aussi le cas à l'inverse de celui qui passe devant. Donc oui, dépassement autoritaire, mais qui pour moi n'est pas mal en point, on va dire, pour le spectacle de la course. Concernant le départ en lui-même, et vu la piste effectivement qui était humide et les multiples sorties, on peut noter effectivement celle de Latifi qui amène à ce crash, qui lui-même pensait que c'était lui qui s'était géré à première vue, avait fait une faute et s'était planté tout seul, alors qu'en fait c'est en rattrapant, Mazepin en le rattrapant le percute et du coup l'envoie, je dirais involontairement, parce que comme il ne le voit pas par ses rétroviseurs, il va chasser directement sur le côté droit de la piste. Dans les petits couacs de début, on note aussi Sainz qui part au large à un moment donné. Bon, jusqu'à un point où on lui dit écoute, va falloir remonter tranquillou, ce qu'il fera par la suite durant la piste. Donc oui, la pluie est toujours un élément perturbateur et plutôt marqueur de spectacle pour un Grand Prix. Ça a été le cas pour ce départ-là. Ok. On peut passer ensuite j'en ai déjà parlé, à cette sortie d'Hamilton un peu inhabituelle tout de même. Alors, est-ce qu'il était un peu perturbé par la pluie, perturbé par le fait de s'être fait doubler de cette façon-là? Effectivement, tu l'as dit, je pense que l'adjectif, c'est autoritaire sur ce dépassement de Verstappen. En tout cas, il est sorti et il y a eu un peu, encore une fois, comme on l'avait vu sur le Grand Prix précédent, encore une petite discussion qui n'a cette fois-ci pas duré très longtemps sur le règlement, sur l'usage de la marche arrière en course.
On a eu des précisions à ce sujet sur le fait qu'en fait, la marche arrière, le seul moment où c'est précisé, où elle se révèle interdite, c'est dans les stands. Pour autant, en fait, le seul critère, c'est que la manœuvre du pilote doit être non dangereuse pour les autres monoplaces qui sont en train de rouler sur la piste. Vous avez un avis sur Hamilton, un peu un geste auquel ce champion ne nous a pas habitués? Enfin, un geste, une erreur, en tout cas. C'est l'erreur du champion. Il veut rattraper forcément la place qui lui semble légitime en tant que cette fois champion du monde. Après, effectivement, il vient doubler, Russell, qui malheureusement lui se retrouve dans la zone humide et pneu médium sur piste humide, forcément ça freine beaucoup moins bien, donc du coup il est parti tirer tout droit dans le bac à gravier, et je pense qu'il a voulu très vite reprendre sa place, donc revenir sur la piste, et je pense qu'on peut dire qu'il y a eu un petit manque de lucidité et le petit coup de gaz de trop qui fait qu'il percute un peu trop violemment, il casse son aileron là-dessus, et donc la marche arrière. Bon, là, sur ce sujet, il n'y en a pas vraiment. Il exécute la marche arrière en sécurité sous drapeau jaune, donc c'est-à-dire que les autres personnes qui arrivent derrière savent qu'il y a un problème sur la piste. Donc bon, après voilà, il rejoint tout le monde, il récupère ça, et après il nous fait une remontada comme il sait les faire. Ok, une petite remarque, Gerhard, où on va tout de suite passer à un peu le gros sujet quand même de ce Grand Prix qui a entraîné le drapeau rouge. Oui, juste pour finir sur cette sortie, il y a eu un petit peu, pas beaucoup, mais il y a eu un petit peu de polémique sur est-ce que c'est la faute de Russell. Moi, je trouve que sur ce coup-là, c'est pas du tout la faute de Russell, et effectivement, c'est juste Hamilton qui est un peu trop impatient. Je pense qu'il veut revenir et au niveau de Verstappen, et qui sort de la ligne de course, et malheureusement, comme Fernand l'a dit, il a dû trouver une flaque, ou en tout cas la zone vraiment humide du circuit, qui fait que je crois qu'il bloque ses pneus, il sort de course. Mais à côté de ça, effectivement, il y a rien à dire. Je pense qu'il est extrêmement vigilant quand il revient sur la piste. Il revient pas non plus sur la ligne de course, donc c'est une raison encore en plus pour rendre légitime sa manœuvre. Donc rien à dire sur la rentrée en piste. Ok, bon on va passer tout de suite à l'accident qui a eu lieu entre Bottas et Russell. Donc faut imaginer qu'on est au 32e tour du Grand Prix, on est à 300 km/h à la bord de Tamburello, et là on a Russell à l'attaque sur Bottas, aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc Russell qui fait l'aspiration, DRS ouvert, qui amorce son dépassement, et puis Bottas qui fait un petit déplacement, qui se déporte un petit peu vers la droite, et là Russell met les deux pneus droits dans le gazon, et c'est l'accident. Donc c'est en suivi derrière, gros accident tout de même. Et puis derrière, Russell, en sortant de sa monoplace, va voir Bottas qui lui est encore dans la sienne, et voilà, il y a un échange d'amabilité. What the was he doing? Honestly, see a what? Yeah, P0. What the? Are you okay, Valtteri? Big one. All good. Yeah, just be careful. They deploy the safety car. On avait déjà, j'ai amorcé dans l'introduction de cet épisode le fait que Bottas avait probablement besoin de soins psychologiques sur ce Grand Prix, même au-delà de cet accident, puisqu'il était en train de se faire doubler par Russell, donc derrière en plus un gros accident. Comment vous analysez-vous cet accident? Alors pas seulement les responsabilités, mais aussi ce que ça veut dire. Moi, j'ai un avis sur Bottas, mais j'ai aussi un avis sur Russell, et j'aimerais bien vous entendre sur ce fait de course. Gerhard, raconte-nous ton état d'esprit par rapport à tout ça. Ce qui est un peu perturbant en fait dans cette situation, c'est qu'on n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation. Je pense qu'un Bottas, comme tu disais, qui se fait doubler par un Russell, c'est quelque chose qui est assez lunaire, et on se dit mais comment on peut en arriver là, quoi. Bottas, alors juste pour revenir un petit peu avant dans la course, Bottas depuis le début a vraiment galéré
énormément avec sa voiture. Alors, on sait que les Mercedes sont pas forcément à l'aise dans le trafic. C'est des voitures qui sont essentiellement développées pour être devant et pas pour suivre d'autres voitures. Donc, on peut se dire, déjà en partant P8, ça va être compliqué. Il se trouve que Hamilton s'en sort très bien à chaque fois et Bottas, malheureusement, pas tant que ça. On sait aussi C'est ce que j'allais dire. Probablement les deux pilotes n'ont pas forcément le même niveau, sans faire de partisanat ou de rentrer dans les grosses généralités. Mais ce qui est intéressant dans ce crash, c'est comme tu disais, en fait, comment on peut en arriver à finalement avoir une Williams qui va aller doubler une Mercedes. Et la Mercedes qui est clairement pas assez à l'aise pour pouvoir prendre son envol et rejoindre le début la tête de la course. Après sur l'accident en tant que tel, alors beaucoup de débats sur à qui la faute, c'est jamais tout le temps très clair, c'est 100% la faute de quelqu'un. Moi je trouve quand même que et pourtant pas forcément quelqu'un qui va défendre Bottas à tout bout de champ, mais je trouve que Bottas pour le coup n'y est pas pour grand chose. Quand on regarde en fait la vidéo au ralenti, effectivement c'est Russell qui se déporte, qui va dans l'herbe et il perd le contrôle de sa voiture, il va directement tamponner Bottas. Mais Bottas lui laisse quand même une place assez large dans laquelle il pourrait très bien passer. Et quand on compare, par exemple, au début avec Verstappen qui double Hamilton, alors effectivement, c'était pas les mêmes pneus, mais la piste était aussi plus humide. Ils ont une vitesse moins élevée quand même. Ils ont une vitesse, oui, ils ont une vitesse moins élevée, parce qu'ils arrivent que depuis la tête de la grille. Je trouve quand même que bon, effectivement, Bottas se déplace un petit peu et il faut peut-être remettre les gens dans le contexte à 300 et des boutis km/h. Peut-être qu'effectivement, on a des réflexes et on peut avoir le sang un peu plus chaud quand on se fait sortir de course complètement. Mais je trouve quand même que si on devait rejeter la faute sur un pilote, c'est probablement, en tout cas, mon opinion, c'est probablement plus Russell que Bottas qui finalement garde sa ligne tout en laissant de la place pour Russell pour le doubler à droite ou à gauche. Donc c'est mon opinion. Après et alors je vais un peu rentrer dans les détails. Effectivement, tu as dit que Bottas avait laissé là au moins la place d'une voiture sur le côté droit. Donc effectivement, de toute façon, c'est comme ça que l'incident a été analysé par les commissaires de la course. Ils ont dit qu'il y avait rien à dire puisque rien de spécial. En fait, ils considéraient qu'effectivement Bottas s'était déporté vers la droite, mais que c'était la trajectoire à peu près normale à cet endroit-là et qu'il avait toujours laissé au moins la place d'une voiture sur son côté. Donc, il n'y avait pas lieu d'établir une responsabilité directe de sa part. Et puis, ils n'ont pas non plus établi une responsabilité de Russell. Bon, après, il y a eu quand même, dans un premier temps, effectivement, il y a eu quand même une réaction assez agressive de Russell envers Bottas juste à la sortie des monoplaces. J'ai cru voir que finalement, Russell s'était excusé, en tout cas de sa réaction, le lendemain du Grand Prix. Et il me semble aussi avoir vu quand même une citation de Toto Wolff que je vais vous citer. Qui dit je taquine parfois George en lui disant que s'il fait du bon travail, il pourra être bientôt dans une Mercedes. Sinon, il se retrouvera peut-être en Renault Clio Cup. Aujourd'hui, nous sommes plus proches de la Clio Cup. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Fernando, de cet incident? Et puis moi, j'ai quand même un gros dossier à ouvrir aussi avec vous derrière. Si on revient sur le déplacement en lui-même, on est déjà sur un déplacement, comme l'a dit Gerhardt, d'une Williams vers une Mercedes. Donc, ce qui est effectivement chose inhabituelle. On est sous DRS. Donc, il y a un différentiel déjà de vitesse qui est énorme, qui doit être de l'ordre de 25 à 30 km/h avec la voiture qui le précède. Je suis d'avis de dire qu'effectivement, Bottas garde sa ligne sur la piste qui est sèche à cet endroit-là, sauf que au moment où vous arrivez à Tamburello, la piste est un peu plus ombragée, enfin du moins l'environnement est un peu plus ombragé par la végétation, donc n'est pas aussi sèche que les autres aux autres endroits. Et donc, vous avez vraiment un couloir qui est destiné à une seule monoplace pour le tracé. Donc, inévitablement, oui,
Bottas, lui, il est bien plus, comment dire, qu'une voiture. Je pense qu'on peut même mettre une voiture et demie entre lui et George Russell. Et on entend bien, effectivement, pour avoir vu aussi les images, je dirais, du ralenti. Russell donc se déporte bien sur la droite pour entamer son dépassement. Et le virage, à un moment donné, revient légèrement sur la gauche. Donc forcément, comme je dirais, on vient se placer à l'extérieur pour ensuite aller à l'intérieur dans le virage qui suit. Naturellement, donc la monoplace de Bottas vient aller sur le côté droit, ce qui laisse juste une monoplace pour Russell, mais lui met 2 roues dans la partie herbe. Il y a une zone un peu humide, donc flaque. Et là, DRS ouvert, ça pardonne pas. Le pneu avant gauche tape le halo, et merci au halo, encore une fois, sur cet incident-là. À la fois pour Bottas, mais aussi pour Russell, puisqu'il, lui, au retour, se prend un débris de panneaux publicitaires, je crois, en retour. Et sur la fin de l'accident, je pensais que quand Russell est sorti de la monoplace, il est allé voir Bottas pour aller j'apprendre de ses nouvelles, mais en fait, pas du tout. Mais pas du tout. C'est pour s'échanger des petits mots doux, visiblement. Sur le contexte là-dessus, on a un Bottas qui est pas bien, on va dire, dans la Mercedes depuis plusieurs années, qui pour moi va pas en s'améliorant. Et à l'inverse, on a un Russell qui, lui, il a l'écrou qui raille le parquet et il a clairement envie de monter dans une Mercedes. Bon, ce que dit Toto, c'est un peu pour le refroidir, pour lui dire bon, ce que tu as fait, c'est pas forcément un exemple. Et si tu veux être dans une Mercedes, il va falloir changer un peu son comportement-là. Il a totalement raison. Donc ça le fait un peu raisonner le garçon qui, effectivement, 24 heures après, un peu plus de 24 heures après, présente ses excuses en public. Donc c'est plutôt effectivement une responsabilité, je dirais, qui est plus du côté de Russell. Après, sur les images, on n'a pas la caméra embarquée de Bottas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui ont la F1 TV, qui ont peut-être accès au on-board, nous le dirons peut-être. Mais des images que nous, on a eues par rapport au diffuseur, il n'y a pas vraiment de faute, même pas du tout, je dirais, de Bottas. Il me semble qu'on ne voit pas grand-chose sur, en tout cas, toutes les images que j'ai pu voir sur cet accident. Donc, moi, je voulais juste dire, moi, je considère que l'accident, effectivement, c'est bizarre de se dire que Mercedes défend sa place sur une Williams, mais en réalité, il défend sa place dans toutes les règles de l'art de la conduite de F1. Et c'est plutôt justement Russell qui, il est peut-être surpris, mais c'est son problème à lui d'être surpris ou pas par une manœuvre complètement licite de la part de Bottas. Et il est surpris, il met ses pneus dans l'herbe et puis la voiture, il perd le contrôle et puis c'est l'accident. Et je trouve que moi, après qu'il puisse y avoir des erreurs de pilotage, moi, mon réflexe, quand j'ai vu l'accident en direct, malgré tout, on est inquiet pour les pilotes. Donc, effectivement, surtout que Bottas sortait pas de son véhicule. Et moi, comme Fernando, je pensais que Russell, sur le moment, on sait pas trop de qui est la responsabilité de ce crash. Mais je me disais, Russell, il va voir Bottas, il va l'aider à sortir de la monoplace, voilà. Et puis, ils régleront leur compte après quand ils ont un peu refroidi. Mais là, même pas, alors que Russell, c'est censé être un peu un jeune espoir de la F1. Il se comporte un peu comme tout simplement comme un connard, parce que sur le moment, quand même, c'est d'abord un peu la sécurité qui compte, même pour des champions de Formule 1. Et lui, au final, il s'en fout, il est concentré sur son truc, un peu dans une sorte de grand délire narcissique, alors qu'ils ont vécu un crash à 300 km/h. J'étais vraiment très déçu. Surtout que voilà, c'est censé être un peu l'avenir, on va dire, quasiment post-Hamilton, probablement, ou peut-être chez Mercedes. J'étais assez déçu, à la fois parce que je considère que c'est lui qui commet une erreur de pilotage, et parce que derrière, il s'est comporté un peu comme un sale gosse, et quand bien même ça aurait été de la responsabilité de Bottas, il n'avait pas à se comporter comme ça. Et je pense que c'est quand même aussi, même si pour être un champion de la trempe, par exemple, d'un Verstappen, il faut avoir du caractère. Là, en l'occurrence, si tant est qu'il ait du caractère, ça lui a plutôt desservi. Et c'est pas signe quand même peut-être d'une capacité à être, on va dire, solide dans la régularité, dans 23 Grands Prix la saison, etc. On voit que même Hamilton est capable de faire des erreurs. Là, c'est quand même plus ou moins une erreur à 300 km/h avec derrière une réaction spontanée qui, après, on peut comprendre qu'il ait le cerveau retourné. Moi, mon cerveau, il aurait été mixé de ce crash, mais vraiment très déçu pour quelqu'un quand même sur lequel, moi, avant tout ça, j'avais quand même pas mal
pas mal de bons sentiments pour lui, puisque il fait son chemin chez Williams avec une voiture qui est difficile et il fait des performances qui sont notables. Il avait fait Mercedes, il y a eu des coups du sort l'année dernière. Il n'avait pas remporté la victoire, mais il avait quand même fait une très belle performance. Moi, c'est un peu pas le carton rouge, mais vraiment déçu. Voilà. C'était un peu mon coup de gueule, quoi. Voilà. Mais bon, donc là, à moins que vous ayez des choses à ajouter sur le sujet. Ouais, juste pour finir, en fait, alors c'est vrai que Toto Wolff, alors je sais pas trop si, parce que l'humour autrichien, je sais pas à quel point c'est vraiment véridique, et le coup de. Non, mais c'est peut-être interdit en Autriche, l'humour. Hein. Peut-être. Et d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, la Renault Clio Cup lui a répondu en fait sur Twitter, il me semble, en leur promettant les frais d'entrée gratuits pour Russell. Il avait juste à remplir le formulaire. Donc c'était assez marrant. Mais en fait, je pense qu'il rit jeune un petit peu aussi Toto Wolff, parce que mine de rien, ce crash, ça veut dire qu'ils vont devoir reconstruire complètement la voiture de Bottas depuis zéro. Et dans un contexte où les budgets sont capés et du coup on peut pas mettre autant d'argent que ce qu'on voudrait dans l'amélioration de la voiture, du coup cet argent qui va être essentiellement utilisé pour reconstruire la voiture, c'est autant d'argent qui ne sera pas utilisé pour le développement de la Mercedes, qui potentiellement pourra en avoir besoin cette année plus que les années précédentes. Ok. Bien. Ben, en fait, les conséquences de cet accident, en tout cas pour la course, ça a été que derrière, effectivement, les deux monoplaces étaient complètement, quasiment désintégrées et il a fallu nettoyer la piste. Donc derrière, ça a été drapeau rouge, les voitures sont rentrées au stand et ça a permis quand même comme conséquence à Hamilton de revenir puisque il avait tout perdu, justement, on l'avait évoqué dans sa sortie de piste. Donc, il y a eu quand même une interruption qui a duré, je ne sais pas, peut-être 40 minutes, non? Si mon chronomètre a bien fonctionné. Et puis, il y a eu en fait un départ un restart qui s'est fait pas arrêté sur la grille, mais en piste. Et juste avant le restart, on a un Verstappen quand même parce que la piste était, effectivement, on l'a dit, il y avait plu. Alors, il s'était peut-être arrêté de pleuvoir à ce moment-là, mais il y avait quand même des bonnes parties de la piste qui étaient encore détrempées. Et les pilotes, en chauffant leurs pneus, en essayant de les chauffer, en tout cas, Verstappen est parti en tête à queue. Et ça, c'était juste avant que la course reprenne. Donc, il s'est quand même fait une belle frayeur. Mais il a été, alors on va dire chanceux, en tout cas il a réussi à se récupérer un peu en catastrophe, mais derrière il a quand même continué sa course, fait une belle course très solide et il s'est imposé. Vous avez eu peur pour Red Bull à ce moment-là, parce que quand même on avait Perez qui était pas au top, on avait Verstappen un peu peut-être tendu ou sur le fil du rasoir. À ce moment-là, quand la course est repartie, vous attendiez à ce que ça se passe comme ça à la fin, Fernando? Surprenant. En fait, quand on a la caméra au niveau de la reprise, donc au départ lancée, où Verstappen doit justement repartir, on voit une Red Bull dans le gazon. Alors, donc forcément, donc ça crée, comment dire, au dernier virage un peu un arrêt, un ralentissement, comment dire, à la course. Ce sur quoi on se dit bon, du coup, ça va permettre à Leclerc, qui était deuxième à ce moment-là, de reprendre devant, sauf qu'il s'est fait totalement enfumer par Verstappen sur le restart. Et là, je crois que c'est à ce moment-là que Norris a essayé de remonter derrière. Donc oui, ouais, c'est plutôt de la surprise quand on a vu cette Red Bull partir là. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, quand il y a une interruption comme ça, où la piste n'est pas totalement sèche, parce que si les voitures ne circulent pas, la piste ne sèche pas, moins vite du moins que par le passage des voitures. Donc du coup, faire chauffer les pneus, comment dire, déjà sur une piste froide avec de l'air en blanc qui est pas, il faisait pas 35, comment dire, dimanche. Donc c'est clair que ça aide pas pour un restart, je dirais, chose aisée. Mais il s'est plutôt bien débrouillé. Ok, ouais, effectivement. Enfin, Verstappen, il s'est plutôt bien débrouillé. Et puis bon, derrière, on a quand même eu une sortie quand même de piste aussi de Pérez, qui lui pour le coup il était déjà pas forcément
en bonne posture. Il n'avait pas forcément fait une belle performance jusque-là, mais il sort de piste, ça lui fait complètement sortir des points. Et il était quand même en 4e position à ce moment-là. Il finit 14. Et il finit 14. J'avais déjà, il me semble, abordé le classement final. Alors, donc on avait... Excuse-moi, pas sur le résultat final, mais au moment où il sort, il était 4e et il se retrouve à la 14e place. Ouais, mais il réussit pas à rentrer dans les points tout de même, hein, malgré ça, alors que on pouvait quand même imaginer qu'il pourrait peut-être revenir, mais au final, effectivement, il finit en 11e place derrière les 2 Alpines. Donc là, on va peut-être passer directement dans notre petite rubrique franchise, à moins que Gerhard lève la main et prend la parole. Non, parce qu'effectivement, sur ce restart, en fait, dans ce Grand Prix, il s'est passé plein de trucs, mais qui se passent, en tout cas, que j'avais jamais vu. Donc, j'ai appris aussi plein de points sur les différentes régulations. Et un des points, effectivement, c'est que sous safety car, on ne peut pas doubler une voiture, en fait, sauf s'il y a un problème de sécurité qui fait qu'on est obligé de doubler la voiture précédente. Donc c'est ce qui s'est passé avec Pérez quand il est sorti en début de Grand Prix sous safety car. Il a redoublé, je sais plus qui était devant lui, deux voitures, ce qui lui a coûté 10 secondes de pénalité dans les stands. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que au moment où Verstappen sort, juste avant de repartir, de recommencer la course, Leclerc ne le double pas. Et ça, du coup, il y a eu pas une discussion, mais il y a eu un point qui a été soulevé. Et par exemple, Norris disait, j'aurais été Leclerc, j'aurais doublé Verstappen, parce que ça aurait tué la course de Verstappen, c'est sûr. Soit il voulait me redoubler et à ce moment-là, il aurait eu les 30 secondes de pénalité ou un 10 secondes de pénalité en stop and go, donc équivalent à 30 secondes en course, tout comme Raikkonen a eu après la course. Ou alors, il aurait dû rentrer en les stands, qui aurait coûté à peu près le même temps. Et du coup, ça aurait été un concurrent de moins à avoir pour finir potentiellement Leclerc sur le podium. Et Leclerc lui disait, en fait, j'ai réfléchi et sur le moment, je me suis dit que j'allais pas le faire parce qu'il y avait trop de points potentiellement qui auraient pu jouer en ma défaveur sur le fait que est-ce que j'aurais eu le droit de doubler ou pas à ce moment-là. Et donc, c'est là où, en fait, les régulations sont un peu inconsistantes entre le moment où on va sur le début du Grand Prix, donc dans le tour de chauffe, on peut sortir et si on arrive à retrouver sa place, encore une fois, de façon sûre et sécuritaire, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut doubler. Alors que sous safety car, on peut pas doubler et on se fait pénaliser. Donc c'était intéressant de voir en fait les différences de position entre Norris et Leclerc sur ce point de vue-là, où Norris aurait été probablement un peu plus agressif et un peu plus ambitieux, on va dire, que ce qu'a fait Leclerc. Ok. Après, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait. C'est une chose de. Bon, en l'occurrence, Norris. On n'en a pas trop. Enfin, il a fait une course extraordinaire, mais il a fait une course extraordinaire en ayant fait des paris qui étaient gagnants. C'est-à-dire que c'était un des rares à la fin après le drapeau rouge, en fait, à être reparti avec des pneus soft en disant je vais garder mes pneus sur je sais plus combien de tours qu'il devait faire, peut-être plus de 30 tours, ce qui est énorme pour des pneus soft. Et finalement, c'est ce qui lui gagne sa 3e place probablement, parce que il arrive à manger Leclerc très rapidement en ayant ses pneus qui sont chauds plus rapidement, et parce que la piste était plus sèche mais toujours un peu mouillée sur les côtés, ça fait que déjà la piste étroite, la présence de la pluie la rend encore plus étroite et donc plus difficile à le dépasser. Bon, plus le fait aussi, effectivement, que je pense que les McLaren étaient plus rapides que les Ferrari. On l'a vu. On parlera de ça dans les plus et les moins, mais effectivement, tu as soulevé quand même ce point sur les dépassements. Et voilà, toujours cette question de savoir si en 2021, le redoublement est encore obligatoire en 4e ou pas. Je sais pas, je vous laisse y réfléchir. Fernando, tu avais quelque chose à
à ajouter? Oui, mais très rapidement sur le choix des pneus par rapport à Norris qui était effectivement osé sur les paris, où lui est parti effectivement en pneus soft et par rapport aux autres qui étaient devant et qui étaient plutôt en médium. Je ne sais pas si au moment où il fait le choix de partir en soft, il savait que ça allait être un départ lancé ou un départ arrêté. Et je ne sais pas si le pari il est fait par rapport à un départ arrêté ou sur une analyse en se disant je vais garder mes pneus jusqu'au bout, chose qu'il a très bien fait d'ailleurs. Je ne sais pas si le choix se fait par rapport à ça ou par rapport Ouais, au mais fait. il aurait eu un intérêt quelconque à avoir des pneus soft pour un départ Ben, arrêté? un départ arrêté, un pneu soft, tu as une meilleure adhérence puisque le pneu est beaucoup plus tendre qu'un pneu, je dirais, médium. Et là-dessus, il aurait eu l'assurance de grappiller quelques mètres, comment dire, au départ. Maintenant, sur un départ lancé, je pense qu'il aurait été plus judicieux du coup de rester sur un départ avec des pneus médiums pour aller sur la durée, sur la longueur de la course et tenter le pari de dire je vais faire aussi bien avec mes softs que les autres font avec des médiums. Ça, c'était un beau pari. Il l'a réussi. Il finit 3e. Ok. Bah, on va parler quand même de McLaren quand on fera certainement les plus de ce Grand Prix. Et là, on était sur un peu les franchises et donc nos franchises, on avait donc on l'a expliqué au départ nos 2 Français pilotes de F1 qui sont décidés de partir avec des pneus pluie. Alors, est-ce que leur nationalité leur a donné aussi les prévisions météo de Météo France? Peut-être, je sais pas, c'était peut-être les seuls à avoir celle-là. En tout cas, ils ont tenté ce pari. On a déjà expliqué qu'Ocon, lui, il s'est rendu compte dès le départ que il y avait qu'eux qui avaient fait ce choix-là. Et donc, il est sorti, il est arrivé au stand dès le premier tour pour changer et faire la même chose que tous les autres. Gasly, lui, il s'est évertué à continuer comme ça. Et puis, il a dû se rendre à l'évidence et se rendre au stand par de la même. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini par faire des points. On peut dire que Ocon, il finit 9e. Il y a eu des pénalités. En tout cas, les Lance Stroll et Raikkonen avaient eu des pénalités pendant le Grand Prix, pendant la course, qui n'ont pas, je pense, pour Raikkonen, il était censé, je pense, faire un stop and go, je pense, de 10 secondes, et puis il l'a pas fait, donc il s'est pris 30 secondes de pénalité. Et puis Lance Stroll avait fait un dépassement hors limite, un peu de la même façon que ce que Verstappen avait fait sur le Grand Prix de Bahreïn, et il n'avait pas rendu la place, donc il a été sanctionné de 5 secondes, qui a permis à Ocon de gagner une place et de terminer 9e. Qu'est-ce que vous avez pensé des performances de ces 2 Français? Moi, je note quand même qu'Ocon, à l'issue des qualifications, il était passé en Q3. Il avait annoncé que il avait réussi à faire le maximum de ce qu'il pouvait faire avec l'Alpine. Je trouve que c'est des déclarations. On avait déjà dit qu'Ocon, il n'avait pas de chance, mais peut-être qu'en fait, il ne se procurerait pas sa propre chance. Là, il annonce à l'issue des qualifications qu'il est 9e, que c'est le meilleur résultat possible. Il finit. Au final, il perd pas de place. Il finit aussi 9e du Grand Prix. On va d'abord commencer par Ocon, après on parlera peut-être d'Alpine. Comment vous le sentez et comment vous la sentez, cette Alpine? Moi, qui pour l'instant, on peut quand même dire qu'Alpine n'atteint pas les sommets, non? Fernando? Non, je te rejoins là-dessus par rapport au résultat de Renault l'année dernière et le début de saison de cette année, donc avec Alpine. Oui, c'est pas là où on les attend. Je les un peu plus haut par rapport à là où ils sont aujourd'hui. Et je suis un peu déçu de leur performance, comment dire, sur le week-end. Bon, après, effectivement, ils finissent 10e et 9e. Mais par le jeu des pénalités, etc. Sinon, on a quand même un Alonso qui finit en Q2. Bon, Ocon, très bien pour lui, il arrive en Q3, mais c'est pas là où l'année dernière on avait quand même les Renault. Comment dire, au-dessus. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la réglementation fait qu'aujourd'hui, les écarts sont tellement courts sur le devant que forcément, on se retrouve avec des équipes assez serrées. Quand bien même maintenant on commence à voir les duels entre écuries qui commencent à se dessiner. Mais moi, j'en retire un bilan plutôt mitigé et déçu des résultats aujourd'hui. Ok.
Gerhardt, sur Ocon et Alpine de façon générale. On peut quand même dire, je vais quand même un peu parler sur Alonso. Alonso a quand même dit qu'il n'avait pas été bon ce week-end et qu'il avait encore besoin d'une petite période d'apprentissage. Qu'est-ce que tu penses d'Alpine et de ces deux pilotes, toi, sur ce week-end, Gerhardt? Fernando l'a bien dit. Hein. Moi, je pense que malheureusement, Alpine est pas là où on l'attend et je suis pas sûr que vraiment ils arrivent à rattraper le retard. Comme disait Fernando, on commence à voir un peu les batailles qui se font entre écuries. Devant, on a probablement Red Bull, Mercedes, suivi derrière par McLaren, Ferrari et potentiellement AlphaTauri. Et malheureusement, je pense qu'Alpine n'est pas à ce niveau-là. En tout cas, sur ce qu'ils montrent aujourd'hui, ils sont pas à ce niveau-là du tout. Et ils sont plus à se batailler avec Aston Martin dans on va dire la troisième partie de tableau, si on peut dire ça comme ça. Mais à côté de ça, moi j'ai trouvé Ocon et Alonso complètement transparents sur cette course. Enfin, je sais pas vraiment. Je crois que si Alonso a fait un tataqué au moment, un peu tout seul d'ailleurs aussi. Non, il y a rien vraiment qui a sorti. Ils étaient juste transparents sur la course. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'opinion parce que j'ai pas vraiment vu, je sais pas vraiment pu les regarder correctement. Mais alors, on peut noter quand même aussi, comme tu le dis bien, que alors je pense qu'il y avait rien de notable dans leur prestation. Je pense que Ocon il fait pas d'étincelles et je pense qu'il conduit quand même. Il pourrait prendre plus de risques, en tout cas dans son pilotage. Bon là il finit dans les points, mais au total il me semble que Alpine là ils ont 3 points au championnat. Donc c'est pas non plus en 3 points par-ci, 3 points par-là que ça fait des performances égales à ce qu'ils ont été capables de faire l'année dernière. Moi je trouve que j'aime pas trop l'état d'esprit d'Ocon, il me fait un peu peur cette année, dans le sens où on l'entend faire des déclarations disant que c'est génial les résultats qu'ils ont, alors que non, ça l'est pas, en tout cas par rapport à ce qu'on les a vus faire. Comme je l'ai cité, à l'issue des qualifs, il a fait le meilleur résultat possible, ça veut quand même dire que la voiture, il n'y a pas quand même énormément d'espoir. En course, ça reste, en tout cas, il y a eu que 2 Grands Prix, il en reste beaucoup, mais voilà. Et après, Alonso, lui, effectivement, il est lucide, il a dit qu'il n'avait pas été au niveau, donc voilà, mais c'est vrai qu'on est plutôt inquiet pour Alpine, surtout que on va l'aborder ensuite, mais Ferrari a quand même enfin ils sont revenus au niveau, donc il y a déjà un concurrent de plus pour la 3e place et Alpine n'est absolument pas dans ce groupe-là, en tout cas pour l'instant depuis le début de la saison. Un petit point sur Gasly, un pari raté, mais quand même finalement une course où il a réussi à quand même bien terminé une fois qu'il est reparti avec des pneus adaptés à ce qui se passait. Quand même, il finit à une 7e place qui s'était pas gagné après ses 14 tours de souffrance en pneus pluie. Fernando. Un pari raté pour une fin honorable. C'est un peu ce qu'on peut résumer, je dirais, sur la course de Pierre. Là-dessus, il part effectivement avec des pneus pluie. Son ingénieur essaie de le rassurer en lui disant « T'inquiète pas, il va pleuvoir dans 2 tours, dans 3 tours. » Il pleut jamais. Donc voilà, le pari est perdu là-dessus. Il change ses pneus au tour 15. Et à partir de ce moment-là, il commence effectivement à un peu grappiller, je dirais, commencer sa remontée. Mais oui, c'est plutôt ça. C'est vraiment un pari raté, mais avec une bonne remontée, je dirais, à l'arrivée. Mais quand on voit le potentiel de l'AlphaTauri, ils peuvent venir effectivement avoir cette petite bagarre à 3, à 2 avec Ferrari. De sûr, et c'est un peu décevant de voir que à Bahreïn ça s'est plutôt bien passé et au final on arrive 3 semaines après avec je dirais l'inverse, on peut passer très bien du top au flop. Ouais, là tu parles pour AlphaTauri dans son ensemble, dans son ensemble. Gasly, parce qu'effectivement ça s'est beaucoup moins bien passé pour Tsunoda, c'était un peu dur pour lui ce Grand Prix. Voilà, on peut passer peut-être au plus, à moins que Gerhardt ait encore quelque chose à dire sur Gasly. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien, mais effectivement, avec ce pari raté sur les pneus, ça a été compliqué, même si lui aussi, tout comme pour Hamilton, le drapeau rouge lui a bien servi pour revenir sur ses opposants. Ouais, non, exactement. Je pense que le drapeau rouge a servi à tout le monde, sauf Leclerc.
Et d'ailleurs, il le reconnaît après la course. Ils avaient fait le pari. Alors, les stratèges Ferrari en général sont connus pour leur choix un peu discutable et très discuté. Non, mais disons-le, Gerhardt. Sur l'année dernière, effectivement. Non, mais j'ai l'impression que là, pour cette course-là, ils sont partis tous chez AlphaTauri. J'ai pas compris pourquoi Gasly est pas rentré avant. Il le voyait, il est passé de la 5e place à la 18e place, je crois. Enfin, 14e place, je crois. 14e place. C'est moi qui. Je confonds le nombre de tours avec, mais il était pas loin d'être passé dernier. Il aurait continué, c'était dernière place. C'était complètement lunaire. Et effectivement, heureusement qu'il y a le drapeau rouge pour remettre les pendules à l'heure et reprendre un départ pour tout le monde. Parce que le problème de Gasly, c'était de dire, bon, plus j'attends, et plus, en fait, je vais devoir faire 2 changements de pneus. C'est-à-dire que tout le monde qui était en intermédiaire, en plein intermédiaire, allait passer sur des pneus slick, donc des pneus secs, à un moment donné. Le problème pour Gasly, c'était qu'en fait, plus il attendait et plus il allait devoir, dans tous les cas, passer en pneu intermédiaire avant de passer en pneu sec. Donc vraiment, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas arrêté les morages tout de suite. Ils disent bon bah on prend les places maintenant, mais on remontera. C'est parce qu'il devait se remettre à pleuvoir. C'est l'ingénieur Météo France, basé à Toulouse d'ailleurs, pas si loin que ça du Périgord. Enfin, si quand même un peu, mais qui leur a donné des fausses infos. Après, bon, il y a peut-être un piratage par les Russes. Enfin bon, bref. Ouais, peut-être que c'est Tsunoda qu'il a. Et juste pour finir avec Tsunoda, je trouve que c'était un peu dommage. C'était un peu dommage le côté un peu impatient de Yuki. Yuki is still long to go. Keep focus, everything can happen. Keep focus. Parce que je pense ils ont une très bonne voiture les deux. Il y a pas de souci sur ce point de vue-là. Et quand on regarde la fin de la journée, c'est pas non plus beaucoup de points qu'ils ramènent. Hein. Je crois que Tsunoda ramène aucun. Ouais, et Gasly est 7e, qui est pas mal, mais bon, partant 5e, je pense qu'il avait plus d'espérance que ça. Ouais. Bon, on va passer au plus de ce Grand Prix, les satisfactions de ce Grand Prix, parce que il y en a quand même. On peut quand même citer la première satisfaction, c'est celle du vainqueur du Grand Prix, c'est Max Verstappen, qui a été quand même très solide. Alors, on a parlé de son petit tête à queue où il a dû faire peur juste avant le restart, mais quand même un très bon départ et puis au final une très bonne course. Et on a cru un temps qu'il serait, il me semble bien, leader du championnat du monde des pilotes à l'issue du Grand Prix, mais Hamilton a réussi à lui chipper le meilleur tour, ce qui fait que c'est toujours Hamilton qui est leader avec 1 point d'avance, mais il a quand même fait pas mal de tours avec dans sa tête, il va sortir tout week-end avec la bouteille de champagne et la première place au classement. Il l'a pas eu, mais c'est quand même une belle satisfaction de son côté. Il est de plus en plus. Il a fait sa course, il a été en tête très vite. Il a été très solide, très régulier. Fernando, voilà, on avait déjà parlé après Bahreïn de ce duel qui était en train de se dessiner. On a Mercedes qui, au niveau des performances de la voiture, on va dire au moins pour celle d'Hamilton, celle de Bottas, on ne sait pas. Il y a peut-être, un chat dans le moteur, je ne sais pas. Mais est-ce que ça se dessine vraiment ce duel Hamilton-Verstappen? Moi, j'ai trouvé Verstappen très solide. En tout cas, pour ce début de saison, oui, c'est le duel du début de saison. Et il a encore montré, on l'a eu au début, on l'a eu pendant, on l'a eu après. Oui, il est très, très, très solide. Et bon, après, effectivement, il y a cette partie du restart où il y a cette petite erreur, mais qui la récupère, où aujourd'hui il finit donc premier du classement. Il aurait pu, je dirais, comme tu l'as dit, Jacques, mener à l'issue du Grand Prix le championnat. Bon, Hamilton lui chipe le meilleur tour je crois qu'il fait un dépassement. Il profite d'un dépassement sous DRS d'un retardataire, il me semble, et il récupère donc le point du meilleur tour. Le mec est combatif quand même. Il sort, il se rattrape, il veut remonter jusqu'au bout, il récupère même le meilleur tour pour conserver ce point-là. Donc ça va être un bon feuilleton à suivre sur le reste de la saison.
Ok, voilà, tu as fini sur Hamilton. Un avis sur Verstappen, pour moi, il est vraiment de taille à lutter contre Hamilton cette saison-là. Il a prouvé, je pense que pendant longtemps, il avait un peu l'image du mauvais garçon, un peu hyperactif, effectivement. Mais là, il a mûri. Enfin, vraiment, il a atteint. Déjà, ils ont la voiture. Cette année, je pense que Red Bull a la voiture pour rivaliser avec les Mercedes. Mentalement, c'est vraiment, ça devient solide, comment dire, chez ce garçon-là. Et oui, il a sa chance cette année. Tu partages cet avis, Gerhard? Oui, complètement. Et je pense que ce qui va être d'autant plus intéressant, c'est que, comme l'a dit Fernando, ils ont la voiture Red Bull. Ce qui fait que, en espérant avoir un Perez qui assez rapidement arrive à épauler Verstappen, sans forcément être son égal, je pense que ça peut donner des très bonnes batailles. Verstappen-Hamilton, mais également Red Bull versus Mercedes par l'intermédiaire des seconds pilotes. Et en particulier, ce qui était intéressant sur ce Grand Prix-là, c'est que, je sais plus si on l'a dit, c'est que on était un peu en situation inverse de ce qu'on a en généralement plus connu, c'est-à-dire 2 Mercedes contre une Red Bull. Là, au départ, c'était plutôt le contraire. Ouais, on était prêt à avoir 2 Red Bull contre une Mercedes et voir un peu comment la dynamique pouvait changer en ayant cette différente configuration. Donc non, je pense que ça va vraiment être un beau challenge pour à la fois les constructeurs, mais également pour à la fois pour les pilotes, mais également pour les constructeurs. Ok, bon, on va passer tout de suite à une deuxième satisfaction, en tout cas pour moi. Hein, j'ai fait la liste, il faudra que vous n'hésitiez pas à en ajouter, mais on a quand même un Norris qui a été quand même assez brillant tout ce week-end, qui est passé pas loin quand même de quelque chose de peut-être même encore plus beau que ce qu'il a réalisé là, puisque il finit 3e de ce Grand Prix en se faisant doubler par Hamilton. Il a fini par un peu céder. Mais très bon, pas si loin que ça de la pole position, puisqu'on l'a dit, il avait quand même bouclé son 2e tour vraiment très proche d'Hamilton. Son temps avait fini par être annulé, mais au niveau performance, très bon. Au final, une course parfaite. Au final, il pleuvait, mais lui, il n'y avait pas vraiment de nuages qui l'ont perturbé. Et puis voilà, il finit 3e. Norris, il est pas mal, et puis il est au volant d'un véhicule qui tourne bien, hein. Gerhard. Ah, je suis complètement d'accord. Norris, c'est pas quelqu'un que j'appréciais vraiment en tant que pilote. Enfin, le personnage est super sympa et vraiment pas prise de tête. Mais en tant que pilote, je me suis toujours dit qu'il y avait un petit peu de hype autour de cette personne. Et finalement, au vu du Grand Prix ou même au vu du début de saison, je trouve que non, je suis d'accord. Il a vraiment fait un Grand Prix parfait. Tu parlais de Hamilton, je pense malheureusement, il pouvait rien faire. Et même, il était plutôt intelligent de dire, je vais pas batailler 30 ans avec Hamilton, ça sert à rien. Je vais m'user mes pneus alors que j'ai besoin de les conserver jusqu'à la fin de la course pour pas me faire attraper derrière par Leclerc. Et il joue ça très bien. Il a une confortable 3e position. Je pense que la 2e position aurait été un peu plus compliquée à aller chercher, mais non, vraiment, une course parfaite, et qui est d'autant plus parfaite que il y avait pas mal de questions autour de à quel point Ricciardo allait pouvoir s'imposer dans l'écurie. Je trouve que, en tout cas à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus Norris qui drive l'écurie que Ricciardo. Et même lui, Ricciardo le reconnaît. Il dit que il lui faut encore un petit peu de temps pour s'acclimater avec la voiture. Donc non, Norris, vraiment un très bon feedback sur ce Grand Prix. Oui, alors à noter, on peut effectivement, tu as dit qu'il dominait quand même pour l'instant Ricciardo, mais effectivement, on peut se dire que ces nouveaux coéquipiers qui arrivent dans les écuries, ils ont besoin de leur temps d'adaptation. On le voit pour Sainz, possiblement, même s'il finit pas loin de Leclerc. On le voit pour Ricciardo. On peut imaginer qu'on le voit aussi pour Pérez. En tout cas, Norris est ultra performant,
Fernando, toi aussi, pareil, cet avis sur Lando qui nous fait un peu sa garde des étoiles. En tout cas, il est du bon côté de la force pour l'instant. Ouais, il est éclatant, le jeune homme. Il a fait, comme le dit Gerhardt, un très bon Grand Prix, jusqu'à un tel point qu'effectivement, pour éviter la bataille entre entre son coéquipier, il demande à avoir du clean air, donc de pouvoir justement dédoubler Ricardo à un moment donné, puisque il faisait plusieurs tours derrière lui. Et visiblement, son rythme était plus lent que celui de Norris, et ça s'est vérifié puisque après le dépassement, il a pris le large, comme on a pu le voir. Donc oui, peut-être que Ricardo. Alors, faut noter aussi que Ricardo, tu l'as dit tout à l'heure, il venait de chez Renault l'année dernière, il arrive chez McLaren cette année, il découvre la voiture. Donc Norris, lui, il est déjà chez McLaren. Donc effectivement, lui, la voiture, entre guillemets, même si de par les réglementations, ça a évolué, il la connaît déjà. Donc le manque de rythme peut s'expliquer à ce niveau-là. Maintenant, oui, le garçon, Norris, a fait un super Grand Prix. Bravo à lui. Ok. Bon, écoutez, maintenant, on va arriver sur la rubrique un peu... on va faire plaisir à Fernando, qui, vous le voyez évidemment pas en écoutant cette émission, mais on voit cette veste Ferrari rouge éclatante. Les performances des Ferrari, elles étaient peut-être déjà dans nos plus sur l'émission précédente du Grand Prix de Bahreïn. Là, c'est carrément P4, P5. On est quand même sur ils avaient commencé par nous rassurer. Là, j'imagine qu'elles te font plaisir, Fernando, les Ferrari. Ah ben oui, si on compare à l'année dernière, ça fait plaisir. On a eu un bon week-end des Ferrari à Imola. Ça fait du bien de voir les rouges devant et les deux voitures, dans les points, qui ramènent encore une fois des points. Donc oui, clairement, ça fait plaisir. Pour comparer juste Leclerc et Sainz, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure. Donc Leclerc a vraiment fidèle à lui-même, toujours un peu aux avant-postes. Et un peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure entre les deuxièmes pilotes, Sainz un peu plus en découverte avec la Ferrari, mais qui, en partant 11e, a fini 5e. Donc, il assure les points, l'ami. Donc, voilà, super content effectivement de ce week-end des Ferrari. Ok, bon, alors un petit point sur le championnat, puisque là, on va arriver sur le fait que, ils jouent la 3e place, Ferrari. Pour l'instant, on a Mercedes 60 points. Red Bull Racing, 53 points. McLaren, 41. Ferrari derrière en 34 points. Et puis après, derrière, ça tombe tout de suite chez AlphaTauri à 8 points. Donc, alors, il n'y a pas de trou. Il y a 23 Grands Prix. Il y en a eu 2 pour l'instant. Donc, mais en tout cas, ils sont présents. Ils ont l'air d'être en capacité de se battre pour la 3e place. La voiture, elle n'a pas l'air d'être la plus rapide, mais elle est dans le bon wagon, on va dire. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que c'est un peu l'année du renouveau pour Ferrari, sans jouer évidemment la gagne au championnat? Gerhardt. Oui, c'est sûr. Enfin, de toute manière, quand on compare à l'année précédente, je pense qu'on pouvait difficilement faire pire en étant Ferrari. Après, moi, je suis quand même surpris positivement du fait de les voir aussi haut et de se chatouiller avec les McLaren qui, je pensais, étaient quand même plus meilleur. Et comme le disait Fernando, Sainz fait un boulot extraordinaire en étant deuxième pilote, en venant juste d'arriver chez Ferrari. Et surtout, en plus, alors c'est pas forcément que lui, mais j'ai trouvé que les seconds pilotes et les rookies en général sur un Grand Prix sur ce Grand Prix d'Imola, qui connaissaient pas forcément la voiture sous la pluie, avec des conditions qui changeaient tout au long du circuit, je trouve que finalement, tout le monde s'est plutôt bien adapté, et en particulier Sainz qui arrive avec une P5 extraordinaire, je trouve, pour apporter plein de points à Ferrari. Donc c'est vrai que l'année dernière c'était aussi une année catastrophique dans la mesure où Vettel était pas au niveau, où la voiture ne lui convenait pas, ou les deux, on saura jamais vraiment. Mais là on sent que à la fois Leclerc et Sainz peuvent vraiment jouer gros pour Ferrari et remettre en fait l'écurie. Alors probablement pas dans concurrence avec les Red Bull et les Mercedes, et je pense qu'ils sont réalistes sur ce point de vue-là. Mais oui, pour la 3e place complètement. Je pense qu'ils veulent aller se batailler avec les McLaren.
qui qui ont quand même, je pense, une puissance un peu supérieure au Ferrari. Et on le voyait à la fin du circuit, en fait, où mine de rien, Leclerc n'arrivait pas à vraiment raccrocher avec Sainz, avec Norris. Il a tenté quelques tours et puis très rapidement, en fait, je pense que lui aussi s'est dit ça sert à rien d'aller plus loin. Ouais. Autant garder mes pneus avant de. C'est ça. Avant de les... C'était un problème de vitesse de pointe, non, ça, Fernando, afin de pouvoir doubler sur ce circuit d'Imola où les dépassements sont pas chose aisée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si tu compares, je dirais, la remontée d'Hamilton, Hamilton a eu facile de remonter les deux Ferrari, un peu plus de mal avec la McLaren. Et donc, effectivement, quand tu compares avec la Ferrari et la McLaren, on manque encore un peu de vitesse de pointe chez Ferrari. Donc oui, clairement, Leclerc a eu un peu de mal, je dirais, à rattraper Norris. Donc, mais ça présage de bonnes batailles en piste. C'est bien. Ok. Donc alors ça, c'était les points positifs. On va passer aux points négatifs. On a parlé de ses coéquipiers des champions en puissance, soit pour Hamilton, soit en devenir, mais qui sont déjà bien installés pour Verstappen. On a quand même au final ce duo un peu pas terrible, en tout cas pour ce week-end. On a Sergio Pérez qui a été beaucoup plus en difficulté que le week-end dernier. Il avait fait justement quand même des bonnes qualifications, ce qui est souvent peut-être un peu pas forcément sa qualité principale, puisqu'on l'a toujours connu vraiment exceptionnel en course. Et là, par contre, ça a été une course assez difficile pour lui, un mauvais départ, et puis il a fait plusieurs têtes à queue, plusieurs passages dans le bac à gravier. Donc, au final, pour un résultat où il n'est pas dans les points. Vous voulez continuer un petit peu sur Pérez, mais parce qu'il y a aussi derrière le cas de Bottas, coéquipier d'Hamilton, qui a fait un week-end catastrophe du côté de Bottas et week-end vraiment pas ouf du côté de Pérez. Gerhard, tu prends celui que tu veux. Je vais arrêter de taper sur Bottas, mais non, et effectivement Pérez, enfin encore une fois, c'est comme tu le disais, en général on l'attend beaucoup plus en course qu'en qualif. Là, c'était le contraire. Il était très content et après ses qualifications, en étant même devant Verstappen qui était pas arrivé depuis. Je crois que Fernando parlait de coéquipier d'Alonso qui arrive devant lui en course. Je crois que pour Verstappen qui se fasse battre aux qualifications, c'était pas arrivé depuis très longtemps également. Et donc là, il arrive devant. Il se rate complètement sur le départ. Sa course, elle est catastrophique. Il fait des erreurs qui lui coûtent des points de pénalité, enfin des temps de pénalité. Et oui, il n'est pas là pour épauler Verstappen au moment où potentiellement il en aurait besoin. Il se trouve qu'effectivement, il n'en a pas eu besoin. Verstappen a fait une course extraordinaire, devant du début jusqu'à la fin, sans vraiment être mis en difficulté. Mais je pense que oui, Pérez a besoin de plus de temps. Christian Horner, le directeur de Red Bull, le reconnaît aussi qu'il a probablement besoin de plus de temps dans la voiture. Pérez le reconnaît également. Il dit non, je suis pas du tout encore à l'aise avec la voiture. Il va falloir plus de temps en piste. Donc on va voir. Je pense que c'est un peu différent de Bottas dans la mesure où lui il vient d'arriver. Il fait partie de ces pilotes qui découvrent aussi une nouvelle voiture avec le nouveau l'année en cours sur une piste qui est mouillée, avec des conditions changeantes. Enfin, il y a beaucoup de choses que on pourrait potentiellement accorder à Pérez pour sa non-performance. Malheureusement pour Bottas, il connaît la voiture, il connaît la pluie. On est un peu à court d'excuses pour le personnage. Fernando. Oui, Pérez. Je pense qu'il faut aussi se mettre à sa place dans la mesure où il doit se mettre un peu la pression. Il arrive chez Red Bull. À plusieurs reprises, je crois une ou deux fois, son ingénieur lui dit calme-toi, ralentis, tu vas trop vite. On a entendu ça. On l'a entendu pendant le Grand Prix. Ouais. Donc,
il veut vraiment être devant parce qu'il veut ramener les points pour Red Bull. Il veut montrer qu'effectivement, il est là aussi pour épauler je dirais Verstappen et pourquoi pas, je dirais, se battre s'il arrive à un moment donné à être au devant pour le championnat. Mais il a une certaine pression qu'il doit aussi apprendre à gérer. Il le dit lui-même, il faut qu'il apprenne à conduire comme Verstappen parce que la voiture, elle est développée pour Verstappen. Donc forcément, il faut qu'il adapte son style de pilotage par rapport à lui. Et s'il arrive à faire ça, à maîtriser aussi cette gestion donc du stress, il aura les capacités pour surmonter ça et être à la bataille, je dirais, devant. Okay. Donc oui, c'est décevant sur ce week-end-là, certes, mais je pense qu'il faut pas non plus trop le blâmer dans la mesure où, voilà, il a encore, comme le disait Gerhard, des choses à apprendre avec la voiture. Il y a quand même aussi cette deuxième place, comme on l'a dit à plusieurs reprises, en qualif. Ouais. Alors on va passer quand même aussi à un dossier quand même très négatif, qui commence à devenir assez noir, sachant qu'à la base, ces voitures-là étaient vertes, on va dire un vert assez sombre, mais là, ça devient il y a 2 grands prix, mais ça se noircit pour Aston Martin et en particulier pour notre bon Vettel. On avait déjà dit qu'il fallait qu'il se fasse remonter les bretelles. Vettel, là, encore un week-end très difficile pour lui, non, Gerhard? Ah oui, non, ça va de mal en pis pour le pauvre Sébastien. C'est un peu comme Bottas. On est un peu à court d'excuses. Normalement, on sait plus trop. On sait plus trop l'année dernière, c'était le problème de la voiture et le problème de l'atmosphère d'un Ferrari qui finalement l'a un peu mis à la porte. On partait sur des bases saines avec une écurie qui avait prouvé beaucoup de choses l'année dernière. Bon, malgré les polémiques et potentiellement le vol de pièces. Ou la copie de pièces, pardon. Lapsus. Mais non, alors bon, Aston Martin dit qu'effectivement ils se sont fait pénaliser via les nouvelles réglementations aéro qui sont absolument pas en leur faveur et qui les pénalisent drastiquement. Mettre ça sur le dos le nivellement des écuries pour donner plus de spectacle pour la Formule 1. Bon, encore une fois, Mercedes sont dans exactement le même cas et ils finalement arrivent à sortir leur épingle du jeu très bien. Donc pour moi c'est pas vraiment un élément qui est convaincant. Et pour juste en revenir à Vettel. Malheureusement, je dirais peut-être il faut qu'il se réveille parce que là il court un peu le risque de se faire vider avant la fin de la saison pour se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Ce qui serait un peu l'humiliation ultime. Enfin, oui, pour un ancien champion, multi-champion du monde. Multi-champion du monde, exactement, qui dit encore qu'il a beaucoup de choses à prouver et qu'il est jeune et qu'il a envie de continuer. Maintenant. Moi, je trouve qu'en piste, on le voit pas vraiment ce personnage-là. Je trouve ça manque de panache, ça manque de mort de faim, comme les nouveaux finalement le sont sur piste et ça manque de sérénité un peu comme Hamilton a, tout en ayant à l'esprit qu'Hamilton arrive à sortir des courses, comme en particulier celle-ci, où on le voit complètement fond du trou et se relever pour arriver second. Alors effectivement, il n'a pas la même voiture, il y a plein de choses qui sont probablement différentes, mais on a cet état d'esprit qui est très différent, je trouve, entre Vettel et Hamilton, qu'on pourrait presque comparer via, comme tu disais, le fait qu'ils aient été plusieurs fois champions du monde. Fernando, ton diagnostic sur un pilote qui, je pense, à mon avis, tu l'appelles Sébastien, je pense, lui, quand même. Sébastien, ouais. Bah oui, mais Sébastien... c'est un peu le week-end catastrophe et ça semble se répéter encore et encore. C'est la même musique qui l'habite depuis la saison dernière. Bon, il part de la voie des stands, si je dis pas de bêtises, parce que son écurie n'a pas eu, je dirais, le temps après les 5 minutes réglementaires d'avoir mis les roues, comme bien sur la voiture. Donc il se prend, je crois en plus de ça, donc le départ sur la voie des stands. Mais pourquoi? Parce que il me semble que dans le tour de reconnaissance, il a son frein arrière qui était en surchauffe. Donc à cause d'un emballage de sandwich. Encore, décidément. Non, ils ont fait la blague pendant la retransmission sur Canal+. Donc je me permets de la reprendre. Donc du coup, voilà. Donc
Bon, il est un peu chat noir aussi sur le coup parce qu'il arrive là, mais quand on regarde le week-end dans sa globalité, hormis ce fait-là, il est toujours en bas de classement. Là, il abandonne même à la fin pour faire un changement gratuit, je crois, Oui. de vitesse à un Exact, il moment finit donné. pas le Grand Prix. Ouais. Ouais, c'est un peu la spirale infernale pour lui. Bon, personnellement, je souhaite quand même, faut pas oublier qu'il est 4 fois champion du monde. Il faut qu'il sorte la tête de l'eau, mais pour ça, il faut aussi que l'équipe le secoue un peu et qu'il retrouve la fougue, pardon. La fugue aussi, hein. Il y a des fugue fugues, aussi. il y a des fugues qui se terminent bien. Et de ses premières années, donc oui. Voilà, ça me rend un peu triste de le voir dans cet état-là, je dirais aujourd'hui. Après, pour Aston Martin en globalité, oui, je rejoins totalement ce qu'a dit Gerhardt. On peut pas tout mettre sur le faute de la réglementation, mais la voiture aujourd'hui, elle est pas là, hein. Elle est un peu à l'image de ce qu'on peut dire avec Alpine, où au final l'année dernière ça se passait plutôt bien et cette année, c'est catastrophe quoi. Ok. Bon, ben on va du côté des déceptions, on a quand même on peut faire un point sur les écuries sur lesquelles on avait peut-être un peu moins d'espoir qu'elles figurent, on va dire, dans les points régulièrement. En tout cas, Williams, Haas et Alfa Romeo ont pour l'instant marqué encore aucun point. Vous avez des remarques à donner sur ces 3 écuries? C'est vrai que bon, l'émission ne peut pas non plus durer 5 heures. On n'a pas forcément le temps de tout traiter. Ça nous a été reproché par quelques auditeurs, le fait qu'on se consacre quand même beaucoup, évidemment, aux écuries de premier plan. Mais voilà, si vous aviez quelques petits mots à dire sur Williams, Haas ou Alfa Romeo, c'est le moment. Pour l'instant, 0 point. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces 3 écuries? Fernando, vas-y. Alfa Romeo transparent, pas vu, donc je vais pas en dire non plus plus. Il y a rien à dire pour moi sur sur Alfa Romeo, sur la course Colana, bon, mis à part les pénalités de Raikkonen. As, on peut dire que déjà il termine la course. Donc il y a juste un point et c'est là où je m'interpelle. On s'attendait tous à ce que Mazepin spin. Oui, et alors on me dit, il l'a fait, hein. On me dit que ça s'est arrivé à la fin de la course. C'est arrivé. Qu'apparemment il a fait un spin à la fin de la course. Bon, après, qui n'en a pas fait. Par contre, ce qui est un peu plus dérangeant et malaisant, on va dire, c'est le tête à queue commandeur de Mick Schumacher qui, en voulant chauffer ses pneus, part taper, je dirais, le muret des stands. Bon, il fait 2 tours comme ça parce que la voie des stands en plus était fermée pour aller changer. Donc il fait 2 tours. Il se prend une bonne humiliation, le pauvre. Bon, après la voiture est clairement, je sais plus qui c'est qui disait ce terme-là à un moment donné. C'est une vraie poubelle. C'est vraiment, c'est vraiment pas, comparé à l'année dernière, quand on voyait ce que faisait Romain Grosjean et aujourd'hui ce que font, je dirais, les 2 pilotes As, on peut se dire que finalement, c'était pas trop mal, quoi. Et là, non. Là, clairement, c'est vraiment la lanterne rouge. Ils avaient quand même annoncé qu'ils feraient absolument aucun développement sur la voiture sur cette saison aussi. Donc voilà, faut pas se leurrer. On est quand même aussi on est dans un sport où il y a des pilotes, mais il y a quand même beaucoup de technique. Quand il n'y a pas d'investissement dans la technique, ça se ressent directement sur les performances. Gerhardt, un mot à dire dessus Oui, juste pour revenir sur les 3 écuries, je pense que comme a dit Fernando, les As sont bonnes dernières et j'ai envie de dire même pire en fait que ce qu'on a pu voir les années précédentes avec Williams. Vraiment, je pense qu'à moins d'un miracle, jamais on verra une As dépasser notre voiture cette année. Il faudrait qu'ils aient des atouts dans la manche pour que les As s'en sortent, quoi. Ouais, exactement, ouais. Le jeu de mots était prévu depuis longtemps, j'imagine. Non, complètement improvisé. Sérieusement. Complètement improvisé. Tous les autres sont écrits par ma team de writers qui sont juste derrière moi, qu'on les voit pas. Mais celui-là était improvisé. D'ailleurs, ils m'ont regardé avec des regards assez lourds. Non, mais pour en venir sinon à Alfa Romeo et Williams, je pense qu'ils sont plus équilibrés en termes de. Williams a enfin un concurrent direct avec qui ils peuvent se batailler.
sur la grille. En revanche, moi, je suis un peu surpris de la performance des Alfa Romeo qui, l'année dernière, je pensais qu'elle était largement due au fait que le moteur Ferrari était juste pas bon. Cette année, on voit que le moteur n'est pas forcément extraordinaire, mais il est très raisonnable et en ligne avec les autres moteurs qu'on peut voir sur la grille. Donc, je suis un peu surpris de les voir aussi bas et vraiment continuer à être dans le bas de tableau et se battre contre les Williams. Il faut pas oublier non plus que même si effectivement je suis d'accord avec Fernando, c'était assez transparent comme course, moins que les Williams en l'occurrence qui ont fait plus de spectacles. Les Raikkonen ne finit pas dans les points à cause de 30 secondes de pénalité. Sinon, il était 9e et rapportait 2 points qui, mine de rien, pour Alfa Romeo et je pense extraordinaire. Je sais pas combien de points ils avaient marqué l'année dernière, mais ça se compte probablement sur les doigts de la main. Du coup, un peu déçu avec Alfa Romeo. J'attendais un peu plus de combativité, enfin pas de combativité, de performance sur piste des pilotes. Oui, de la voiture. Bon, après, effectivement, on va dire qu'il y a quand même, on l'a dit, au classement, ces 3 écuries n'ont pas encore marqué de points. On a quand même effectivement un Alpine qui est décroché par rapport aux autres qui vont probablement lutter pour la 3e place. On va espérer quand même qu'ils vont pas se faire rattraper par Alfa Romeo qui est effectivement eux aussi une écurie décevante sur ce début de saison, même si on avait évidemment plus d'espoir pour Alpine. Bon, on a fait le tour de ce Grand Prix. Je tiens quand même à dire que sur les pronostics qui avaient été faits sur le débriefing du Grand Prix de Bahreïn précédent, on avait fait des pronostics sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne et c'est Fernando qui a remporté ce grand jeu des pronostics puisqu'il avait prédit que Verstappen gagnerait ce Grand Prix et serait suivi d'Hamilton en 2e place. En 3e place pour Pérez, il est un peu dans les choux, mais aucun de nos éminents consultants et participants à cette émission, à ce barbecue F1, avait réussi à avoir le tiercé dans l'ordre. Mais c'est Fernando le vainqueur. Et on va passer à un peu aborder le prochain Grand Prix, qui est le Grand Prix du Portugal, Portimao, qui aura lieu le 2 mai. Alors, c'est un Grand Prix qui, en fait, pour rentrer un peu dans les détails, c'est un Grand Prix qui a des forts dénivelés avec beaucoup de virages en aveugle. Est-ce que vous avez des attentes particulières sur ce Grand Prix, sur certains pilotes qui peuvent se distinguer, ou est-ce qu'on va rester dans la même dynamique que sur les 2 Grands Prix qu'on vient de vivre, Bahreïn et Émilie-Romagne? On rappelle quand même que l'année dernière, le Grand Prix du Portugal avait vu la victoire d'Hamilton et un doublé Mercedes. Fernando, le Portugal, il y aura probablement plus de soleil qu'en Italie, mais comment tu vois ça? On espère. Et déjà, après, bon, s'il y a de la pluie, tant mieux. Si ça peut nous donner un peu le même spectacle qu'on a eu à Imola, c'est pas mal. Je pense qu'on sera dans le même gabarit de Grand Prix qu'on a eu, je dirais, jusqu'à présent. Si c'est le moment de se risquer au pronostic, Vas-y, hein. je verrais bien quand même Hamilton devant, Verstappen en 2. L'inversion sur ce coup-là. En 3e marche, peut-être la marche la plus compliquée, parce que vu maintenant comment ça bataille. Allez, Perez, je mets Perez en 3 et meilleur tour Hamilton. Ok. Gerhard, est-ce que ce Grand Prix du Portugal te fait envie quand même? C'est un Grand Prix qui est assez apprécié. Et quel est ton pronostic sur... Mais moi, le Grand Prix, je l'ai découvert l'année dernière et c'est vrai qu'il était assez plaisant comme Grand Prix. Mais j'ai pas une très grande opinion de qu'est-ce qui va vraiment se passer. J'ai pas assez de recul sur ce Grand Prix donc je vais aller plutôt avec un choix safe. Je vais dire un Verstappen, 2 Hamilton, 3 Bottas. Mm-hmm. Après, dans la mesure où il peut donner autant de spectacles, ce qu'on a vu pour à la fois Bahreïn
Imola, je pense que ça sera très, très bien. Si on peut rester sur la même dynamique de spectacle. D'accord. Bon, bah, donc à moi de. Oui, moi aussi, j'espère du spectacle. J'espère aussi que peut-être que, comme vous l'avez bien dit, hein, peut-être que les rookies vont de Grand Prix en Grand Prix acquérir peut-être une meilleure confiance en leur véhicule et être plus concurrentiel, et qu'on puisse voir effectivement ce duel Mercedes-Red Bull bien se dessiner. Et c'est pour ça que moi je vois effectivement Hamilton vainqueur, suivi d'un Verstappen, suivi d'un Bottas sur la troisième marche du podium. Alors là, voilà, certains se sont un peu enflammés, notamment moi-même, sur les pronostics les derniers pronostics. Là, c'est un peu effectivement la sécurité, mais bon, Bottas, il va bien quand même falloir qu'il s'y mette. Et puis, effectivement, je trouve qu'Hamilton et Verstappen, c'est ultra solide pour l'instant. Après, voilà, hein, on verra. Hein, c'est aussi l'aléa du sport. Voilà. Bon, vous avez des petits mots à ajouter, peut-être des éléments sur le sport auto. On a vu quand même que l'année prochaine, on aurait droit à un nouveau Grand Prix supplémentaire aux États-Unis, à Miami. Fernando, Gerhardt, allez-y, c'est le moment. Micro-antenne libre. Lâchez-vous. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors après, on retourne dans le débat de dire est-ce qu'il faut encore rajouter des circuits ou pas. Mais je trouve que c'est bien, comme on dit. En plus, Miami et pour l'ambiance et tout, c'est vraiment le style qui irait bien avec. T'es un amateur de la Floride, effectivement, Fernando. J'adore ça. Toujours fourré là-bas dès que tu peux. Voilà. Avec mes et non le circuit est, alors je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un peu le tracé. Il ressemble un peu à quelques enchaînements près à celui d'Austin, avec une grande ligne droite et plusieurs enchaînements rapides, je dirais autour du stade de la NFL, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, à voir ce que ça donne l'année prochaine, mais je pense que pour tout ce qui est ambiance, environnement, ça va être plutôt sympa. Et puis un Grand Prix de plus, une destination de plus dans le calendrier. Ok. Gare, un petit mot pour terminer cette belle émission. Vous connaissez mon point de vue sur le fait de rajouter des circuits en voulez-vous, en voilà au calendrier. Moi, je suis pas forcément partisan pour avoir une pléthore de circuits sur le championnat. Je pense que ça détruit un petit peu le côté inattendu finalement de ce qu'un championnat peut donner. Après, c'est effectivement une bonne chose dans la mesure où c'est vrai que quand on regarde, on n'a pas de comment on appelle ça, de pilote américain sur le circuit. C'est quelque chose qui potentiellement peut apporter en fait le sport là-bas. Je sais qu'il y avait une grande polémique à l'époque où je sais plus quand quelle année c'était, où il y avait eu le problème des pneus. Finalement, il y avait que 4 voitures qui avaient pu commencer la course sur le Grand Prix des États-Unis à Indianapolis, il me semble. Et c'était, je crois, la première fois où on allait à Indianapolis. En bref, c'était un gros raté de la FIA et de la Formule 1 en général. Pourquoi pas? Bon, après, c'est encore un circuit où il n'y a pas de bac à sable. C'est un circuit où j'imagine l'erreur va être plus facilement pardonnée, ce qui déplaît un petit peu. Et c'est un peu le genre de circuit qu'on a vu à Imola que je préfère, où rentrer dans un bac à sable, clairement tout de suite on voit l'impact que ça a sur la course et l'impact que ça a sur la position des pilotes. Donc moi je préfère. Après bon, à voir, et je pense que bac à sable ou mur en béton, quoi. C'est ça dans l'école, Gerhardt. Ah non, c'est bac à sable ou de l'herbe en restant safe, mais en laissant pas passer l'erreur. Là, j'ai l'impression que ça va être un peu plutôt circuit parking, avec les gros run-off qu'on peut avoir sur le côté pour effectivement garder en sécurité. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'émission. Comme je vous ai déjà expliqué, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube. Et puis, on est friand évidemment de tous les commentaires que vous pouvez nous faire, positifs ou négatifs, si vous voulez qu'on fasse peut-être un focus sur peut-être Aston Martin ou McLaren, d'autres écuries que Ferrari, Mercedes ou Red Bull.
N'hésitez pas à nous laisser des commentaires où vous voulez et on vous répondra. Bah écoutez, merci Fernando. Et de rien. Merci à toi, Jacques. Merci Gérard Merci Gérard. pour cette participation, cette belle participation à ce barbecue, 3e barbecue F1 de la saison. Merci Jacques, merci Fernando. Ciao. Salut à tous. Ciao. Ciao. Accélère, accélère.